Dans les larges plaines de la contrée de Hyrule, de grands secrets se terrent dans l'ombre. Aujourd'hui, je vous propose de rembarquer une nouvelle fois pour une grande aventure vers une nouvelle destination. Notre objectif, le château d'Hyrule. Je vous parle aujourd'hui de 10 des plus grands mystères liés à Zelda Ocarina of Time. Alors c'est parti pour notre première destination, la vallée des Gerudo. Dans Ocarina of Time, plusieurs parties du jeu sont des références au jeu Mario. Premièrement, depuis les fenêtres du château de Hyrule, on peut apercevoir des cadres représentant des personnages de l'univers de Mario. Mais surtout, voici Talon et Ingo. Ces deux personnages sont deux frères Hyliens présents dans Ocarina of Time et quelques jeux supplémentaires. Ils sont les gérants du Lon Lon Ranch dans Ocarina of Time. Talon d'ailleurs a une fille du nom de Malone et on nous apprend également que sa femme est décédée. Bon déjà, ça vous aura sauté aux yeux que Talon et Ingo ressemblent beaucoup à Mario et Luigi. Ça, je pense qu'il n'y a pas à le préciser. Mais avez-vous remarqué que Talon et Malone portent tous les deux un diadème? Ne vous rappelle-t-il pas un certain antagoniste de la saga Mario? Si cette théorie est intéressante, il y a quelque chose d'autre à noter. La mère de Malone serait une Gerudo, notamment appuyée par la réaction de son père au masque de Gerudo que Link peut porter durant le jeu. Les Gerudo d'ailleurs ont souvent les cheveux rouges. Si Mario s'est donc marié à un personnage venant de ces jeux à lui, et s'il est devenu du coup Talon par la suite dans les jeux Zelda, en 1998, à la sortie de Ocarina of Time, cela faisait bien plus de 10 ans que Peach n'était plus rousse, ce qui signifie que ce n'est pas Peach pour moi la mère de Malone. Il y a donc deux possibilités. Soit il s'agit de Pauline, la première copine de Mario, qui est brune, soit cela peut être Daisy, également brune dans les jeux. Je pars probablement trop loin, et ce n'est dans les faits qu'une petite référence à notre plombier moustachu. Et pour ceux qui doutent encore que Talon est Mario, dans le jeu Oracle of Season, Talon est présent avec un chapeau ou un M ressemblant à celui de la casquette de Mario est présent. Quelle super première histoire, non? L'avenir vous en réserve encore des bien meilleurs. Alors ne nous attardons pas sur ces magnifiques plaines ensablées et allons directement dans notre prochaine destination, le Lon Lon Ranch. Dans Ocarina of Time, encore une fois, vous commencez l'aventure dans la maison de Link. Elle est située dans la forêt Kokiri et il s'agit d'une énorme souche d'arbres dans laquelle est creusée sa petite maison. Le jeu commence avec un cauchemar de Link avant qu'il ne soit réveillé par Navi. À première vue, on s'en cogne. Ça me sert à rien. Mais sur le pied de la maison, il y a un dessin très curieux qui a interloqué les joueurs. Il semble représenter un homme avec une épée et un bouclier, sûrement Link, se battant face à un énorme monstre plein de pics sur le dos et avec une queue. Il y a plusieurs théories liées à ce dessin et à sa signification. Certains pensent notamment qu'il s'agit d'une prémonition de Link face à Ganon ou au roi Dodongo. Les deux sont des boss de Ocarina of Time, ils ont tous les deux une queue et une allure menaçante. Et attention, je parle bien ici de Ganon et non pas de Ganondorf. D'autres vont plus loin et pensent que ce dessin représente un Link face à celui qu'on appelle The Imprisoned, une créature gigantesque apparue pour la première fois dans Skyward Sword et notamment présente dans 2 des opus de la série Super Smash Bros. Mention honorable pour la vidéo, vous voyez Shake? Bah en réalité c'est Zelda. La princesse, hein, Zelda, pas le jeu. Vous êtes prêts pour votre troisième histoire? Eh bien écoutez, allons-y. Prochaine destination, les plaines d'Hyrule. Dans le jeu Ocarina of Time, toujours et encore, vous pouvez récupérer des Earth Piece.
Si vous en récupérez 4 de ces Earth Pieces, vous obtenez un Earth Container qui vous donne une vie supplémentaire, ce qui monte votre nombre de cœurs à 20 cœurs maximum dans le jeu. Sauf qu'en réalité, il existe quelques Earth Pieces supplémentaires au sein du jeu, vous faisant donc dépasser cette barre maximum de 20 cœurs. Il existe notamment une 37e Earth Piece dans la forteresse Gerudo. Il existe également 2 autres items du jeu du même genre dans la version DS du jeu Ocarina of Time. La 38e se trouve dans le cimetière Kakariko et la 39e se trouve à l'intérieur du Jabu Jabu's Belly. Il existe également une Earth Piece dite fantôme près de la forêt Kokiri qui est inatteignable. D'ailleurs, l'existence même de cet objet au sein de la version DS du jeu casse une règle qui dit qu'aucun item ne peut être manqué dans votre partie d'Ocarina of Time. Ou alors, cette dernière Earth Piece est obtenable, mais on ne sait juste pas encore comment. La première fois que Zelda Ocarina of Time a été dévoilé a été lors du Shoshinkai de novembre 1995. Ce sont des événements présentés par Nintendo et qui dévoilent leur prochain jeu. À ce moment-là, le jeu est encore appelé Zelda 64, puisqu'il va sortir sur la console du même nom. Cette première version présente donc un Link dont l'apparence précoce était alors assez proche de celle des artworks de l'époque de The Legend of Zelda premier du nom. La démo présentée est une démo de 12 secondes montrant Link se battant face à un modèle 3D de chevalier à l'apparence argentée. La texture du chevalier est d'ailleurs celle utilisée pour le Metal Mario de Mario 64. A nouveau, Nintendo a annoncé que Zelda 64 allait être le premier jeu de Nintendo à sortir sur un support CD grâce au Nintendo 64 DD. Et que le développement du jeu allait s'accélérer dès que celui de Super Mario 64 se terminerait. Il était alors, par exemple, prévu que le support CD apporte plus de choix de customisation au sein des licences de chez Nintendo. Bien évidemment, vous le sentez venir, cela n'a pas eu lieu et le jeu a beaucoup changé entre temps, notamment avec le design du Link du jeu, devenu par exemple blond au lieu de brun comme dans la démo de 95. Ce genre de démos, comme celle de Mario 64, sont cependant des morceaux d'histoire importants pour voir comment le jeu vidéo a avancé au fil des années et les choses qui ont été abandonnées. C'est d'ailleurs marrant de voir qu'aujourd'hui, Nintendo est probablement une des seules entreprises à encore utiliser les cartouches pour support de jeu, même si elles ont beaucoup rétréci depuis le temps et que cela a des avantages cachés, mais ça on n'en parlera pas dans cette vidéo. Peut-être une autre, qui sait. Hey! J'ai laissé Navi vous faire la présentation la dernière fois, dans les plaines d'Hyrule, mais cette fois-ci, bienvenue au village Kokiri. C'est moi qui vous accueille, et je vous dis directement, allons-y, prochaine histoire, parce qu'on est quasiment à la moitié du parcours. Oui, on a déjà parlé de El Israel 2401, je sais. Si vous souhaitez d'ailleurs savoir toute l'histoire autour de cette pancarte, je vous invite à aller revoir le premier épisode de cette série de vidéos consacrée à Mario 64. El Israel est donc pour rappel cette fameuse inscription sur la fontaine du château de Peach qui a fait croire durant des années aux joueurs que Luigi était présent dans le jeu. Et bien cette même inscription est présente dans le jeu Zelda Ocarina of Time. Si vous allez dans la caverne d'Odongo, le panneau El Israel 2401 est également visible. Si vous cliquez dessus, il vous lira un texte qui n'a rien à voir avec la rumeur, mais oui, c'est le même panneau que dans Mario 64. Toujours drôle ce genre de petits détails. Toujours là? Ça y est, vous êtes à la moitié de votre chemin. Plus que 5 étapes, 6, 7, 8, 9, 10, ouais 5 étapes, et vous arriverez au château d'Hyrule. Mais on va pas juste s'arrêter devant, on va y entrer. Donc on ne va pas perdre plus de temps, même si cet endroit est vachement beau. Et on y va, direction notre prochaine destination.
La saga Zelda a toujours eu un lien particulier avec son héros Link. Tantôt le descendant du Link précédent, tantôt le même qu'avant, Link est un mystère de la saga à lui tout seul et a bon moyen d'y voir une critique de ces grandes sagas d'aventure avec 45 personnages principaux au nom complexe. Non, ici ça sera Link, Zelda et Ganondorf. Quelle que soit la génération et le jeu. M'emmerdez pas avec les exceptions, c'est pour résumer. Ocarina of Time est cependant particulier, car c'est le premier jeu où il est fait mention de la mère de Link. Cela va même plus loin, c'est le seul jeu où il est fait mention de cette dernière, aucun autre jeu ne parle de la mère de Link. Elle est mentionnée dans des mangas, mais aucun autre titre de la licence Zelda ne parle de la mère de Link. On sait donc que la mère du Link de Ocarina of Time a donné son fils au grand arbre d'Eku pour le protéger de la grande guerre hylienne qui a frappé Hyrule. Car oui, Link est un Hylien qui fut élevé tel un Kokiri, en tout cas dans Ocarina of Time. D'ailleurs, c'est également l'origine de sa tunique verte tenue des Kokiri dans le jeu. Pour l'anecdote, le père de Link, lui, n'est cité qu'une seule fois dans l'histoire de la licence, manga non compris bien évidemment, et c'est dans le jeu Breath of the Wild. Vous tenez le coup, c'est bon? Vous avez mal aux pieds, non? Vous en avez du cran. Tout ce voyage pour un simple château. Et on n'est pas dans Mario, vous aurez même pas un bisou de la princesse Peach sur le nez. Bon, eh ben écoutez, continuons. Comme précisé tout à l'heure, Zelda 64, qui deviendra Ocarina of Time, était prévu à la base pour être le premier jeu Nintendo sur CD. J'ai d'ailleurs cherché à trouver quel fut le premier jeu sorti sur CD du côté de Nintendo, mais j'ai pas vraiment trouvé. En même temps, Nintendo, ils ont sorti un nombre incalculable de jeux, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf que la version N64 DD de Ocarina of Time devait avoir un add-on développé pour la console également. Par la suite, bien évidemment, Nintendo abandonne l'idée de la 64 DD et la console cesse d'exister. Le jeu a donc été annulé suite à la fin de vie prématurée de la console. Je parle bien ici de l'add-ons de Zelda 64, pas le jeu Zelda 64. Se séparant donc du support CD, de nombreux assets ont dû être supprimés du jeu, et tout le contenu supprimé a été transformé en un nouveau jeu, Master Quest. Cependant, il n'y a que les donjons qui peuvent être prouvés comme venant bien du Zelda abandonné de la N64. Le build original de cet add-ons est depuis devenu un des nombreux Lost Media qui sont recherchés. D'ailleurs, durant le Giga League de 2020, quelques images et un logo du jeu ont fuité, prouvant bel et bien que l'add-ons de Zelda sur CD existe. Ah, vous êtes là! Je reviens du temple, en fait il y avait une fille avec des cheveux bruns et un appareil photo qui me cassait les pieds, elle voulait remonter dans le temps pour sauver une fille avec des cheveux bleus, j'ai pas vraiment très compris, bref. Probablement des conneries, le voyage dans le temps ça n'existe pas. Vous êtes prêts? Plus que 3 étapes et on y est. Dernière ligne droite. En février 1999, une femme colombienne du nom de Ariana Alamdoz, je sais pas, contacte un site américain concentré sur la saga Zelda. Elle déclare tout simplement avoir trouvé la Triforce, voilà. Et on verra cette photo quelques jours plus tard après, sans donner plus d'informations. Elle finit par annoncer que la Triforce se trouve sous le temple du temps et qu'il faut apprendre une mélodie Gerudo pour l'atteindre. Si tout ça vous fait rêver, la femme en réalité mentit sur absolument tout, vantant même la réaction de milliers de fans. Bref, c'est une grosse menteuse qui a en plus offert des conneries sur un plateau d'argent à des sites sans scrupules qui parlent de jeux vidéo. Maintenant, connaissez-vous la SGDQ? Il s'agit d'un event caritatif américain, un petit peu comme le The Event qu'on a en France, et qui a réuni en 2022 plus de 3 millions pour des œuvres caritatives comme Médecins sans frontières. Durant cet event, un speedrun de Ocarina of Time est organisé
et les joueurs qui y jouent annoncent jouer au jeu sur la version 1.0 américaine, sans modification, et de plus sur une cartouche originale du jeu. Ils trouveront durant l'event la Triforce qu'ils pourront collecter, mais ne pas utiliser. Et c'est encore une fois du fake absolu, et la cartouche était en réalité une version assistée par ordinateur et complètement modifiée du jeu. Sans vouloir être méchant, autant la colombienne sera juste oubliée facilement, autant vendre du vent durant un event caritatif sur un truc recherché par les fans depuis quasi 30 ans, je trouve ça moralement un peu éclaté au sol. Nous voici devant les portes du château de Hyrule. Regardez. Il les ouvre rien que pour nous. C'est pas magnifique? Plus que quelques étapes et vous serez dans la cour du château. Alors allons-y, entrons. Durant le Giga Leak de données de 2020 de chez Nintendo, un jour faudra qu'on en parle parce qu'il y a tellement de trucs qui ont été leaks que ça peut faire une vidéo entière. C'est le même d'ailleurs qui a dévoilé Luigi de Mario 64. De nombreuses données des jeux Zelda sur Nintendo 64 ont été dévoilées, donc Ocarina of Time et Majora's Mask. Dans les leaks, des rendus HD des premières versions des objets de Ocarina of Time ont été notamment découverts, que ce soit les bouteilles, les tuniques, les épées ou boucliers, et même l'interface du jeu. Parmi eux se trouvait donc la version HD de l'icône de map du jeu, quand vous récupérez une carte dans un donjon, jusqu'alors illisible à cause de la résolution du jeu de base. La map découverte sur l'icône de 2020 ne correspond cependant à aucun des donjons dans la version finale du jeu. Pire que ça ne correspond à aucun donjon de aucun jeu Zelda. De plus, au-dessus de la carte, la phrase en ilien peut être traduite, vu qu'on connaît l'alphabet ilien, et signifie Nintendo Headquarter. D'ailleurs, les différentes pièces du donjon sont en fait des pièces des bureaux de Nintendo. Et ben voilà, c'est fait. Vous êtes devant le château de Hyrule. Ne vous inquiétez pas, on va y entrer. Je me permets de vous féliciter et de vous le dire, dernière histoire. Un écran de debug est concrètement dans un jeu et dans tout logiciel un outil qui permet de rentrer directement au cœur du logiciel, ici du jeu vidéo. Il donne, si j'ai bien compris, des infos sur l'état de la mémoire et du CPU du PC, ainsi que, dans ce cas-ci, des données sur l'état du jeu. Cet écran est surtout utilisé lors d'erreurs du jeu, que ce soit fatales ou non, afin de comprendre ce qui les cause. Mais c'est aussi apparemment utilisé pour les cheats et pour accéder à du contenu caché ou encore changer les configurations du jeu au-delà de ce qui est permis. Ocarina of Time possède donc bien évidemment un écran de debug, ça reste un logiciel. Et bien il est possible avec des manipulations de faire planter ces écrans de debug et quand vous le faites, voilà ce qui se passe.
C'est littéralement les devs qui vous remercient en disant I love you avec 8 zéros derrière. Trop chou. Et ben voilà. Bravo. Vous êtes arrivé dans la cour du château. Je regardais derrière, c'est juste parce qu'il y a la princesse Zelda en fait. Elle est là. J'espère que ce nouveau voyage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Là, je vais briser le 4e mur dans les commentaires, en likant, etc. Vous connaissez la chanson. Ça m'a fait plaisir. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.